Dites-moi, c'est qui la personne qui fait des allers-retours tous les jours dans l'appartement? C'est mon colocataire. Votre colocataire? Quel colocataire? Bah, comme il y a 2 chambres dans l'appartement et que j'en ai qu'une seule, j'ai pris un colocataire. Mais c'est pas vous qui décidez si c'est une colocation ou non, c'est moi. Comment ça? Bah, pour que ce soit une colocation, il faut que tout le monde soit sur le bail. Donc ça veut dire que moi, je dois être d'accord pour la colocation. Sinon, c'est une sous-loc. Si tous les occupants d'un logement ne sont pas sur le bail, le contrat de location, juridiquement, c'est une sous-location. Donc pour que ce soit une colocation légale, il faut qu'elle soit acceptée par le bailleur dès le départ, et aussi que tous les occupants soient écrits sur le contrat de bail. Donc là, c'est une sous-location, votre truc, pas une coloc. Donc si vous voulez rester dans l'appartement, vous me faites partir la deuxième personne. Mais pourquoi? Ça se passe bien, le loyer est payé à temps, y a pas de problème dans l'appartement. Vous n'avez pas le droit de me forcer à le faire partir si ça se passe bien. Pour qu'une sous-location soit légale, il y a plusieurs conditions à respecter. Déjà, il faut l'accord écrit du propriétaire sur le fait de sous-louer, et ensuite, il faut l'accord écrit du propriétaire sur le montant du loyer. Comme d'habitude, il vaut mieux envoyer la demande de sous-location par lettre recommandée avec avis de réception, sachant que si jamais tu sous-loues le logement sans obtenir cette autorisation du propriétaire, lui pourra résilier le bail. Donc grosso modo, il pourra te mettre toi et ton sous-locataire à la porte. Et en plus de ça, si le propriétaire va en justice, tu pourras être condamné à lui reverser le montant des sous-loyers que tu as perçus, donc la part de loyer que te versait tous les mois la personne avec qui tu vivais sans autorisation du propriétaire. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je n'ai pas été assez payée ce mois-ci. Vous venez d'arriver, il y a déjà un problème. Dites-moi. Bah, j'ai reçu 1200 € alors que sur mon contrat, il y a écrit 1500. Bah, c'est normal, vous êtes en période d'essai. Et en quoi ça change ce qui est écrit sur mon contrat? En période d'essai, en gros, vous êtes en formation. Vous travaillez moins bien qu'un vrai salarié. Donc pendant cette période, on vous paye moins, c'est normal. Pendant ta période d'essai, ton contrat de travail s'applique quand même. Il n'est pas mis en stand-by, en pause, jusqu'à ce que la période d'essai soit validée. Donc si tu as été embauché à un certain salaire, et que ce salaire est précisé dans ton contrat de travail, ce qui est le cas dans 99% des cas, c'est ce salaire que tu dois toucher, même pendant ta période d'essai. Je viens me rendre compte que j'avais 6 mois de période d'essai. Oui, et alors? Bah, c'est pas légal. Comment ça, c'est pas légal? On m'a dit qu'il y avait des durées maximales pour les périodes d'essai, et que 6 mois, c'était trop long. Non, vous n'avez pas du tout compris. Quand le salarié est d'accord avec la durée, on peut aller au-delà des périodes qui sont prévues par le code du travail. Donc, comme vous avez signé votre contrat qui prévoit 6 mois de période d'essai, vous l'avez accepté. Donc, c'est légal. Le droit prévoit des durées maximales de période d'essai en fonction de ta qualification. En CDI, c'est 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et 4 mois pour les cadres. Et ton contrat de travail ne peut pas prévoir une durée plus longue que ces périodes. Donc une période d'essai de 6 mois, c'est illégal. Par contre, on peut te renouveler ta période d'essai. Et là, avec le renouvellement, la durée totale pourrait être de 6 mois pour les techniciens par exemple. Les durées maximales sont différentes pour les CDD, je vous mets plein de détails en description. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je suis désolée, mais on va devoir se séparer de vous. Pardon? Vous me virez? Oui, malheureusement, on va devoir mettre fin à votre période d'essai. Mais attendez, moi je pensais que ça se passait bien. Vous auriez dû me le dire que vous étiez pas satisfait de mon travail. Ah non, mais ça a rien à voir, on est hyper content de votre travail. En fait, on doit supprimer le poste pour des raisons économiques. C'est pour ça qu'on arrête votre période d'essai. Ah non, vous n'avez pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Bah, vous n'avez pas le droit de rompre ma période d'essai pour un motif économique. Ah bah si, j'ai le droit. Mais non, c'est écrit dans le code du travail. Regardez, la période d'essai, c'est juste pour apprécier mes compétences professionnelles et ma capacité à occuper le poste. Donc vous pouvez pas la rompre pour un autre motif, sinon c'est abusif. Ah non, mais vous trompez, dans la pratique c'est différent. Non, c'est pas différent. Regardez, c'est bien ce que dit cette décision de la Cour de cassation. Ah oui, c'est ça. Et les juges doivent suivre ce qu'elle dit, donc dans la pratique c'est la même chose. Rompre une période d'essai pour un motif économique, c'est une rupture abusive. Bon d'accord, tout ça c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique, si on arrête votre période d'essai, vous allez faire quoi? Ah bah j'irai au prud'homme demander des dommages d'intérêt. La procédure est gratuite et j'ai pas besoin de prendre un avocat. Donc à part du temps, j'ai strictement rien à perdre. Ok, non mais c'est pas nécessaire, on va trouver une solution. Et pour mieux défendre tes droits, abonne-toi. On va devoir mettre fin à votre période d'essai, je suis vraiment désolée. Je m'y attendais pas du tout, je pensais plutôt bien gérer le poste. Non, mais c'est pas du tout votre travail le problème. À ce niveau-là, on était super contents. Si c'est pas la qualité de mon travail, c'est quoi le problème dans ce cas? Humainement, l'équipe vous a trouvé sympa, mais ils se sont pas projetés personnellement avec vous. Comment ça, personnellement? On s'entendait bien. Et puis même si c'était pas le cas, toutes mes tâches, je les réalise seule, donc je vois pas vraiment en quoi ça impacte l'entreprise. Non, mais vous le savez, c'est hyper important pour nous que ça fitte avec tout le monde. On est une toute petite boîte, donc c'est vraiment comme une seconde famille ici. Mais peu importe que ce soit super important pour vous, c'est illégal d'arrêter ma période d'essai pour cette raison-là. La période d'essai, c'est une période qui a pour but d'évaluer tes compétences professionnelles. L'employeur peut la rompre, l'arrêter sans justification particulière, mais il faut que la rupture repose sur des motifs un minimum professionnels, comme tes compétences ou ton comportement. Si on arrête la période d'essai pour un motif qui est inhérent à la personne du salarié, donc à un motif qui a trait à qui tu es sans aucun lien avec le travail, la rupture de la période d'essai peut être considérée comme abusive. Donc par exemple, si la raison qu'on te donne c'est « vous faites bien votre travail mais vous n'êtes pas super sociable », c'est illégal. Et tu pourras contester cette rupture et réclamer des dommages et intérêts parce que c'est totalement subjectif et sans aucun lien avec ton travail. Par contre, si jamais tu t'intègres vraiment pas bien dans l'équipe et que ça altère la dynamique de travail, ce qui est vraiment produit par l'équipe, là, il y a potentiellement un lien professionnel et la rupture de la période d'essai pourrait être considérée comme légale. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.
Pour continuer le processus, on aura juste besoin de vos 3 dernières fiches de paye. Ah, vous en avez besoin? Ah mais c'est vraiment une formalité, hein, vous inquiétez pas. Mais je croyais que c'était interdit de demander les fiches de paye lors d'un recrutement. Ah non, non, pas du tout. C'est pas interdit par le code du travail, hein, vous savez, donc on a totalement le droit de les demander. Le code du travail n'interdit pas aux employeurs de demander aux candidats leurs anciennes fiches de paye. Mais c'est quand même illégal. Pourquoi? Déjà parce que c'est susceptible de créer une discrimination. Si jamais les recruteurs demandent systématiquement les fiches de paye, il y a des candidats qui pourront pas en présenter. Par exemple parce qu'ils étaient au chômage ou parce qu'ils n'avaient pas d'activité. Et ça permettrait à l'entreprise de les identifier comme des personnes particulièrement vulnérables économiquement, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment besoin d'un job. Ensuite, parce qu'une fiche de paye, ça donne des informations hyper confidentielles. Par exemple sur l'état de santé, les saisies sur salaire, les acomptes, etc. Et surtout, une fiche de paye ne donne aucune information sur la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé. Or, lors d'un recrutement, on peut uniquement te demander des informations qui permettent d'évaluer tes aptitudes professionnelles et tes capacités à occuper l'emploi proposé. Il est interdit pour l'employeur de demander quoi que ce soit d'autre. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je suis désolée, mais on va devoir modifier votre salaire. Ah, j'ai enfin mon augmentation? Ah non, c'est plutôt l'inverse, on va devoir baisser votre salaire. Pardon, on a des problèmes de trésorerie, donc... Mais attendez, vous avez pas le droit. Ah bah si, quand une entreprise est en difficulté, encore heureux qu'on a le droit de baisser les salaires pour survivre. Si l'entreprise a de grosses difficultés économiques, l'employeur peut proposer une baisse de salaire. Mais on parle bien de proposer une baisse de salaire, il ne peut pas te l'imposer. Parce que ton employeur n'a pas le droit de modifier un élément de ton contrat de travail sans ton accord. Et comme ta rémunération est 99% du temps contractuelle, donc écrite dans ton contrat de travail, pour pouvoir modifier ton salaire, ton employeur ne peut pas te l'imposer. Il faut que tu acceptes cette modification. Écoutez, on a de très gros problèmes de trésorerie en ce moment, donc on doit vous proposer de baisser votre salaire. Non mais attendez, les finances de l'entreprise, c'est pas mon problème. Donc non, je refuse, vous n'allez pas baisser mon salaire. Bon bah d'accord, dans ce cas-là, on va devoir vous licencier. Mais attendez, ma rémunération, elle est écrite dans mon contrat de travail. Donc vous n'avez pas le droit de me licencier juste parce que je refuse qu'on baisse mon salaire. Si ton entreprise a de grosses difficultés économiques et te propose une baisse de salaire, mais que tu la refuses, ton employeur ne peut pas baisser ton salaire de force. Par contre, il peut engager une procédure de licenciement économique contre toi. Je vous mets des infos sur cette procédure dans la description. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je quitte l'entreprise, les RH vous ont prévenu? Oui, elles m'ont dit que vous aviez démissionné. Vous partez demain du coup, c'est ça? Non, je pars dans un mois vu qu'il y a le préavis. Ah non, mais le préavis vous allez pas le faire. Comment ça? Bah ça sert à rien que vous restiez, il y a pas d'activité. Et puis financièrement, ça nous fait gagner un mois de salaire. Donc ça m'arrange que vous partiez avant. Mais si vous me dispensez de faire mon préavis, vous devez quand même payer. Pardon? Ah non, pas du tout. Ah bah si, moi le préavis, j'avais prévu de le faire. Là, c'est vous qui voulez que je parte avant. Donc vous allez devoir me payer comme si je l'avais fait. Quand tu démissionnes, tu dois en principe effectuer ton préavis, qui est une période pendant laquelle tu continues à travailler normalement en attendant ton départ. Mais ton employeur peut te dispenser de venir travailler pendant cette période. Donc en gros, il te dit de pas revenir au travail, de pas travailler pendant cette période de préavis. Sauf que si c'est l'employeur qui te demande de ne pas effectuer ton préavis, dans ce cas-là, il doit quand même te payer comme si tu l'avais fait. Donc comme si tu étais venu travailler normalement pendant cette période. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice de préavis. En gros, comme c'est pas toi qui choisis de ne pas venir travailler et que justement t'avais peut-être prévu de venir travailler pour pouvoir toucher ton salaire pendant cette période, on considère que c'est pas logique que ce soit toi qui perdes cet argent alors que c'est l'employeur qui veut pas que tu travailles. Donc dans ce cas-là, ton employeur doit te payer comme si tu avais travaillé pendant ton préavis. Par contre, attention, si c'est toi qui refuses de réaliser ton préavis ou si tu as commis une faute grave, dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit à cette indemnité, donc tu ne seras pas payé. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Je viens de recevoir mes horaires de travail, mais j'ai pas de pause déjeuner, donc je pense qu'il y a une erreur. Ah si, de 14h30 à 14h50, c'est sur le planning. Mais c'est uniquement 20 minutes. Quand on travaille toute la journée, la pause déjeuner, c'est 1 heure normalement. Ah non, pas forcément. On a peut-être oublié de vous le dire pendant votre recrutement, mais le midi, il n'y a pas de pause déjeuner d'1 heure ici. Mais attendez, je commence à 10h et je finis à 18h. C'est illégal de pas avoir 1 heure de pause déjeuner. Ton employeur n'est pas obligé de prévoir une pause déjeuner dans ton planning de travail. En fait, la loi prévoit bien un temps de pause obligatoire, mais pas spécifiquement pour le déjeuner, même si tu travailles du matin jusqu'au soir. Et déjà, la pause n'est obligatoire qu'à partir d'un certain nombre d'heures de travail ininterrompues. En gros, dès que dans ta journée de travail, tu bosses 6 heures d'affilée ou plus, tu dois avoir au moins 20 minutes de pause. Et ces 20 minutes minimum peuvent être prises soit dès qu'on atteint ces 6 heures de travail consécutifs, soit avant qu'on atteigne ces 6 heures. Sachant que ton employeur a totalement le droit de décider quand tu vas prendre ta pause. Donc c'est bien légal si toi, en tant que salarié, on t'impose le moment où tu vas prendre cette pause. Par contre, cas particulier pour les salariés mineurs. Le temps de pause, c'est au moins 30 minutes dès qu'on atteint 4h30 de travail consécutif dans la journée. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Non mais c'est pas possible, il est où ce dossier? C'est Pauline qui l'avait dans l'après-midi, mais je sais pas du tout où elle l'a mis. Ok merci, je vais l'appeler. Mais elle répond jamais celle-là quand on l'appelle, c'est insupportable.
Bonjour. Pauline, j'ai essayé de vous appeler hier soir vers 22h, mais comme d'habitude, impossible de vous joindre. Ah, désolé, j'étais en ne pas déranger. Ouais, super, mais si j'ai besoin de vous en urgence, on fait comment si vous n'êtes pas joignable? Je ne savais pas que je devais être joignable jusque 22h alors que je termine à 18. Ah bah j'attends un minimum de disponibilité et d'implication de votre part, hein, oui. C'était pareil le week-end dernier, je vous ai appelé 5 fois et j'ai jamais réussi à vous avoir. Donc si ça se reproduit, je vous préviens, à partir de maintenant, ce sera un avertissement. Et c'est légal de mettre une sanction disciplinaire parce que je ne vous réponds pas en dehors de mes horaires de travail? Ah bah oui, si c'est exceptionnel et que je peux pas faire autrement, bien sûr que j'ai le droit. Tu n'as pas l'obligation d'être joignable en dehors de tes horaires de travail. Déjà, les salariés ont ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Ça te donne le droit, en dehors de tes horaires, de ne pas être connecté à ton travail. Par exemple via ton téléphone ou tes emails. Et dans tous les cas, en dehors de tes horaires de travail, tu n'es pas à la disposition de ton employeur. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Ton employeur n'a donc pas le droit de te sanctionner disciplinairement ou de te licencier si tu ne réponds pas à ses appels, ses SMS ou ses emails en dehors de ton temps de travail. Mais imaginons qu'il le fasse quand même. Dans ce cas-là, tu pourras contester cette sanction devant le Conseil de prud'homme, qui est le juge en droit du travail. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.